2, ça marche? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence du coup pour la 9e édition du festival Biz & Buzz. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui au Technopole de Mulhouse. Un grand merci en particulier, elle n'est pas là ce matin, elle sera là cet après-midi, à Corinne Patuel qui nous accueille donc, dans ces lieux. Donc cette année, une petite nouveauté, les interventions sont filmées. Donc merci à l'équipe d'EIA qui est présente, ce qui permettra éventuellement de revisionner la journée en replay pour tout ce qui se passe dans cette salle ici. L'essentiel des conférences auxquelles vous allez assister, en fait, elles sont proposées par des prestataires qui sont essentiellement des Alsaciens et qui ont répondu à un appel à proposition. Les propositions, comme chaque année, ont été très très nombreuses et il a fallu faire une sélection. Et merci en tout cas à ceux à qui on a dû décliner la proposition, mais on ne pouvait vraiment pas faire de place pour tout le monde. Et voilà, du coup, ça promet quand même une très belle journée. Un petit merci aussi aux partenaires sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Je les cite très rapidement. Donc, l'Eurométropole de Strasbourg, la région Grand Est, Numéum. On a aussi des partenaires qui sont des partenaires en expertise. Donc, on a Indexware pour l'expertise sur ce qui est de la GRC, de la dématérialisation. Divalto pour tout ce qui est CRM. Orange pour la partie cybersécurité. Et CICS pour les moyens de paiement électronique. Je cite encore Arte, Mediarun, Le Grub, La Couleur du Zèbre, DEIA qui assure la sonorisation aujourd'hui, la SNCF, 3MA Group, j'ai aperçu, voilà, et Big Family qui est à l'origine de la petite abeille que vous avez vue, en fait, qui est un peu la mascotte de cette année. J'essaie de regarder si j'oublie rien. Merci donc à tous les volontaires qui contribuent au déroulé de cette journée. Le festival, je le rappelle, il est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, qui a entre autres pour mission finalement d'accompagner toutes les entreprises dans leur digitalisation. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi. Si vous voyez quelqu'un avec un petit badge staff, voilà, vous pouvez poser des questions, on y en prendra avec plaisir. Je reviendrai au moment de la pause pour vous expliquer un peu ce qui se passe autour, mais tout de suite, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sophie Franz qui va se présenter et présenter. Voilà. Il va nous parler des 10 pratiques essentielles pour des campagnes publicitaires en ligne rentables. J'espère que je n'ai pas trop mangé le temps. Sophie, je vous laisse la parole et puis on se dit à tout à l'heure. 1, 2, il fonctionne. Bonjour à tous. Aux gens qui arrivent, on va laisser arriver tranquillement. On a prévu de passer 45 minutes jusqu'à 10h15 ensemble. Je vais présenter quelques slides, vous présenter mes idées clés sur cette thématique des campagnes en ligne. Et puis après, j'aimerais bien avoir un temps de questions-réponses pour collecter aussi vos questions et puis vous donner les réponses que j'aurai à vous donner. Je suis Sophie Franz. Je suis fondatrice du collectif Comarketons, que j'appelle le marketing collectif, parce que dans ma besace d'experte, j'ai le marketing et j'ai aussi ce sujet de l'intelligence collective, du faire ensemble. Et du coup, je travaille beaucoup sur des parties de thématiques diagnostic, audit, pour réfléchir à ce qu'on met en place. Et après, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'être dans le concret, dans l'action. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit du diagnostic au marketing à l'action. Je crée du contenu, ou je fais créer du contenu, j'ai des partenaires, d'où le terme de collectif, je vous montrerai ça après. On est beaucoup sur le graphisme, la communication. Je parle aussi de facilitation, et là c'est plutôt sur des sujets de comment est-ce qu'on gère des équipes et comment est-ce qu'on les fait travailler sur des thématiques. Et puis après, il y a une grosse partie de mon activité avec le collectif qui est sur les campagnes publicitaires. J'ai mis quelques photos, j'ai une partenaire qui est là. Quand je dis collectif, c'est vraiment ça, c'est que moi, l'approche que j'ai, c'est de réfléchir avec le client et les équipes à la stratégie marketing, et après d'avoir un collectif d'experts autour de moi pour mettre en place en fait les stratégies qui ont été décidées avec les collaborateurs et le client.
On a en tout voilà, différentes compétences qu'on peut solliciter sur différentes actions que je citais précédemment. Et puis, j'ai mis quelques chiffres clés avec voilà, plus de 100 clients accompagnés. Des évolutions de CA très fortes, j'ai mis x3, des fois c'est plus, mais voilà, sur quelques années, on a quand même des clients sur lesquels on les accompagnait sur des belles évolutions de CA. Et en ads également, on a des résultats très sympas sur des millions d'euros générés grâce à de l'ADS. Donc je reviens sur ce focus de cette matinée ensemble, c'est vraiment l'ADS, la campagne publicitaire. C'est pas forcément, voilà, je vais me concentrer là-dessus. Et je vais essayer de vous... J'ai réfléchi en fait aux 10 pratiques que je conseille et que je mets en place avec mes clients. Et c'est là-dessus que je vais vous proposer des choses. S'il y a des questions, bon, peut-être vous pouvez les poser. Si on a trop, je les prendrai après, sinon c'est pas grave. Mais en tout cas, vraiment, l'idée, c'est de vous partager les 10 pratiques pour réussir vos campagnes publicitaires ou les faire réussir en passant peut-être après par des agences. Mais comprendre en fait la logique des campagnes publicitaires. Alors, ce qui est toujours important, et c'est ce que je dis toujours à mes clients, qui viennent des fois me voir pour de l'ADS ou pour autre chose, et c'est le cas aussi, pas que pour l'ADS, on est d'accord, c'est pourquoi on veut faire les choses. Bien définir l'objectif et pourquoi on veut se lancer. Et ça, c'est le cas, je veux dire, un peu pour tout, mais aussi pour l'ADS. Et généralement, quand on vient me voir, on me dit je veux faire de l'ADS pour vendre. Pour vendre mon produit, pour vendre mon service, voilà, pour aller plus loin dans mes ventes, pour développer mon e-commerce, pour développer mon activité de coaching, de service, etc. C'est bien, c'est une piste, c'est intéressant. Mais il n'y a pas que ça, en fait, sur l'ADS. On peut aussi faire de l'ADS pour être vu. Et là, on appelle ça plus de la notoriété que de la vente directe de produits. Et là, c'est intéressant aussi. Et je vous montrerai un peu différentes manières de faire des ads. Celle où on est plus là pour vendre du produit directement. Et celle où on est plus là pour travailler la notoriété, le branding, pour être vu. Donc ça, c'est, je dirais, 2 objectifs qu'on peut déjà viser en faisant de l'ADS. Il y en a un troisième qui est aussi, et celui-là je l'aime bien, qui est de gagner du temps. Et là, on va plutôt parler d'idéation, de tests. Je préconise en fait ces stratégies d'ADS pour gagner du temps quand une personne a envie de lancer un produit, lancer un accompagnement, alors quand je dis un produit, c'est plutôt un service généralement, et qui veut savoir si ça marche ou pas. Avant de créer tout le produit, avant de créer tout l'accompagnement, avant d'aller trop loin dans la création du produit, faire de l'AD, ça permet aussi de tester quelque chose et de se dire, bah, tiens, j'ai envie de lancer cet accompagnement thérapeutique ou en coaching, ou je ne sais pas, là, je veux dire, voilà, des services. Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai rien testé mon AD, mon offre sur un public précis. Et donc, je peux gagner du temps. Je peux apprendre des choses et je peux changer mon produit avant qu'il sorte. Et ça, c'est vraiment aussi super intéressant quand on fait de l'ADS. Tout ça pour dire que ce n'est pas que pour vendre, ou en tout cas pas tout de suite pour vendre. Numéro 2. Quand on a compris en fait pourquoi on fait l'ADS, on peut le faire donc pour ces différentes raisons. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi et à qui on va vouloir montrer nos publicités payantes. Alors l'ADS, on est d'accord, je ne vais peut-être pas expliquer ça, mais on est bien sur de la publicité payante versus l'organique, où là, on est plutôt sur, quand je fais un post sur LinkedIn, sur Facebook, n'importe quoi, et que je ne paye pas pour que ce post soit vu. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. En tout cas, c'est la différence entre de l'ADS, je paye une régie publicitaire pour montrer ce que je produis, et de l'organique, où je ne paye pas pour que ce soit vu. Je pense que voilà, c'était juste, je remettais le contexte. Et donc, quand j'ai décidé de faire de l'ADS, je dois aussi savoir à qui je veux montrer mon ADS, ou mes ADS, mes publicités payantes. Là, on a 2 audiences. Moi, j'aime bien parler de ces 2 audiences. C'est une audience froide, qu'on appelle d'acquisition, et une audience chaude, qui est plus de la rétention. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 2 audiences? L'audience froide, c'est des gens qui ne vous connaissent pas forcément. Je vais parler d'e-commerçants avec qui je travaille, notamment. Quand je fais de l'acquisition de l'audience froide, je vais plutôt travailler, réfléchir dans ma publicité, ce que je vais faire, sur de l'intention d'achat. Les gens qui vont taper quelque chose, je vais réfléchir, qu'est-ce que les gens vont taper sur Google ou ailleurs pour trouver mon produit. Et quand on est sur de l'audience froide, on est plutôt sur des gens qui veulent acheter quelque chose. Là, on est typiquement sur un e-commerçant, par exemple, qui veut vendre un produit et qui veut, quand je tape chemise beige, qu'on trouve sa chemise beige. Donc là, on sait que la personne est dans une intention d'achat, qu'elle ne nous connaît pas, donc c'est de l'audience froide, et c'est ces gens-là qu'on peut aussi cibler.
Et après, on peut cibler les shows aussi, je vous expliquerai comment. Et donc, on est vraiment sur de l'intention d'achat. Intention d'achat, il y a encore 3 niveaux à l'intérieur de l'intention d'achat. Il y a l'intention d'achat informationnelle. Je crois que j'ai mis quelques exemples. Et là, c'est plutôt une personne qui se pose quelques questions sur ses cheveux peut-être ou sur autre chose et qui va poser une question à Google, à un moteur de recherche. Et là, on est plutôt sur, je n'ai pas encore tout à fait décidé d'acheter un produit pour mes cheveux gras, mais je cherche des infos là-dessus. Et du coup, je peux, moi, en tant qu'annonceur, faire de la pub, montrer un article ou autre chose sur ce sujet en me disant, tiens, elle a ça en tête, peut-être qu'à un moment, elle va vouloir acheter mon produit. Donc là, on est plutôt sur une intention d'achat informationnelle. Décisionnelle, c'est une personne qui a déjà un peu travaillé, on va dire qu'elle a regardé peut-être 2 produits de cheveux gras, et qu'elle veut savoir, elle veut vraiment en acheter un, mais elle veut trouver le meilleur, ou elle veut le comparer. Elle ne sait pas exactement lequel, mais elle est plus avancée en fait, dans son process d'achat. Et donc là, on est sur du décisionnel. J'ai mis un peu au hasard, meilleure voiture, 4x4 montagne. Ça pourrait être ce shampoing-là versus ce shampoing-là, ou je ne sais pas, cette chemise versus cette chemise-là. C'est quelqu'un qui est vraiment déjà plus avancé dans son process d'achat et qui est en train d'essayer de prendre une décision. Et ça, on peut le travailler aussi avec des ads en acquisition froide. Ensuite, on a vraiment la transactionnelle. Et là, c'est quelqu'un qui va taper soit un produit définitif, qui a décidé qu'elle allait acheter une casquette noire pour le sport, ou un shampoing pour les cheveux gras qui s'appelle, je ne sais pas comment, L'Oréal. Elle veut ce produit-là, et on veut qu'elle tombe où sur notre produit, en tout cas, sur si elle ne tape pas notre produit, si elle ne tape pas notre marque, qu'elle peut aussi tomber sur notre produit. Si elle tape casquette noire sport, moi, si je suis un e-commerçant de casquette noire sport, je veux qu'elle voie mes publicités, sans me connaître. Donc là, on est sur du froid, sur de l'acquisition. Elle ne me connaît pas, je sais qu'elle veut une casquette de sport noire, je veux lui montrer ma publicité. OK ? Donc c'est ce qu'on appelle audience froide, donc de l'acquisition. Et on est plutôt sur le transactionnel. Et généralement, c'est là où on a aussi les meilleurs, j'en parlerai après, ROI, retour sur investissement. C'est quand on arrive à cibler vraiment ces gens qui sont déjà super motivés pour acheter quelque chose. C'est là qu'on arrive à faire convertir à l'achat. Donc ça, c'était pour l'audience froide. Il y a une audience aussi qui est importante, et moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'on ne la travaille pas souvent. Enfin, pas souvent, on pense à l'audience froide. On se dit, je vais essayer d'attirer des nouvelles personnes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se concentrer sur ceux qui nous connaissent, ceux qui sont allés sur notre site, ceux qui sont allés visiter notre page Instagram, Facebook ou autre. Parce que finalement, ils sont déjà dans notre giron, on les a déjà captés. Et ces gens-là, souvent, en tout cas c'est ce que je constate, on ne les travaille pas tant que ça et on ne les récupère pas tant que ça. Des fois, il y a des emailing qui sont en place, ce genre de choses, mais on peut aussi les travailler avec de l'ADS payant sur des audiences qui s'appellent ici, et j'en parlerai encore après, de reciblage avec des mots comme retargeting, remarketing. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ces mots-là sont utilisés quand on dit je veux cibler des gens qui me connaissent déjà, qui sont déjà passés chez moi, qui ont déjà vu mes contenus. Ça peut être mon site web, ça peut être sur Facebook, enfin sur vos réseaux sociaux, en ayant installé des pixels auparavant. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez traquer les choses et vous dire je vais faire de la publicité sur des gens qui connaissent ma marque, qui sont déjà venus, qui sont sur mon réseau social, et je veux leur montrer des choses de manière plus récurrente. Et ça, c'est important aussi, et c'est des choses aussi qu'on oublie de faire, je trouve. On pense souvent à l'acquisition, et on travaille peut-être moins à la rétention, et pourtant on sait que c'est là que le coût est moins élevé et que la transaction est plus facile. Ça dépend du marché, certes, mais généralement, des gens qui vous connaissent et qui vous font confiance, ils vont aussi plus acheter que des gens qui ne vous connaissent pas forcément, où il faut encore travailler toute cette histoire de confiance et de réassurance. Donc ça, c'est l'audience chaude. Et on a une troisième. Alors, je voulais mettre chaud et froid, mais j'ai choisi froid quand même, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ressemblent à ceux qui vous connaissent, / ceux qui vous aiment. Et ça, c'est ce qu'on appelle les audiences similaires, les audiences look-alike, notamment sur Meta, Facebook et Instagram. Et ça, moi, je trouve que c'est un peu magique, un peu flippant en même temps. C'est donner aux algorithmes des bases de données de personnes qui vous connaissent, qui vont acheter des produits chez vous. Et l'algorithme va vous présenter d'autres personnes qui ressemblent à ces personnes,
et qui donc logiquement ont des comportements d'achat similaires à ces personnes-là. Et ça, c'est à tester, voilà, si ça dépend de vos business, etc. Mais c'est vraiment des audiences qui fonctionnent très bien parce que c'est des gens qui ressemblent à vos acheteurs. Voilà, c'est des gens qui sont plutôt dans l'audience froide, mais par contre, qui ressemblent à l'audience chaude, donc c'est un peu des tièdes, on va dire. Et ça s'appelle des lookalikes et des similaires. Et c'est aussi très intéressant à tester sur vos business. Et généralement, on a des résultats vraiment, vraiment intéressants. On peut faire des similaires, des lookalikes. Par exemple, si on est basé en France et qu'on veut se développer à l'international, nous, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est qu'on a fait des similaires sur des pays limitrophes. Et du coup, on a attiré des gens qui ressemblaient à nos clients français. Et les résultats, en tout cas, étaient bons sur ces campagnes-là. OK. Je vais regarder quelle heure il est, voir si je suis... Ça va. Je vais parler vite rapidement des canaux. Je reviendrai un peu sur ce sujet en parlant des régies publicitaires. J'aurais peut-être pu le dire avant, mais j'ai choisi cet ordre-là pour vous dire qu'il y a différents canaux en publicité, on est d'accord. Ce qu'on appelle plus le SIA, ce que je parlais avant, alors c'est plutôt Google, il n'y a pas que ça, je suis d'accord, mais c'est une grosse partie du SIA. Donc c'est plutôt les intentions d'achat qu'on travaille là-dessus, sur ces moteurs de recherche. On a ce qu'on appelle du shopping, et là c'est plutôt aussi intention d'achat, et c'est une image qu'on va montrer, c'est un paramétrage dans Google qui, à vrai dire, n'est pas si compliqué que ça, qui permet de montrer des images de nos produits. On a du display, ça c'est ce que vous voyez quand vous arrivez sur des sites qui permettent en fait de montrer vos annonces, ce qu'on appelle le display, qui n'est pas que sur Google. Et après, on a des social ads, et là, on est plus sur du Facebook et d'autres, enfin, je dis Facebook, mais c'est pas vrai, Instagram, enfin, tous les réseaux sociaux, quoi, du social. C'était juste pour qu'on soit tous au même niveau sur les différents types de publicité. J'ai souvent la question, j'en ai d'autres et je les mettrai après, comment est-ce que je choisis? Oui, je veux faire de social ads, oui, j'ai un petit budget, on parlera du budget après, mais qu'est-ce que je choisis comme type de publicité ou comme type de régie publicitaire? Et donc là, généralement, je les fais réfléchir sur pourquoi ils veulent le faire, ce que je vous disais au préalable, et sur quelle audience. Et généralement, on arrive à des discussions qui ne sont pas que je veux vendre à de l'acquisition, mais peut-être que je veux aussi réveiller, on va dire, des audiences qui me connaissent, mais qui n'ont peut-être pas acheté depuis quelque temps. Donc c'est vraiment, voilà, le point de départ, il est important et intéressant à réfléchir. Et du coup, on a des grosses régies publicitaires qui sont Meta avec Facebook, Instagram, Google avec YouTube. Et puis après, j'en ai mis quelques-uns, il y en a d'autres, des réseaux sociaux sur la partie social ads. Je voulais mettre quelques chiffres, plus parce que souvent, on me dit aussi que Facebook est mort. Oui, Facebook est en décroissance en termes d'utilisateurs, mais il y a encore beaucoup de monde sur Facebook. Là, c'est 26,6 millions de visiteurs uniques par jour en France, si je ne me trompe pas. Donc, il y a encore du monde dessus. Et surtout, pour faire pas mal d'ads là-dessus, c'est des algorithmes très, très, très trop puissants. Ça fonctionne très bien, notamment sur les lookalikes, où aujourd'hui, ils ont une masse de données qui est quand même impressionnante et qui permet de faire des choses intéressantes en termes de publicité, de tracking, et aussi, du coup, de voir les impacts de publicité. Ce que je veux dire avec ça aussi, c'est que sur Facebook, sur ces deux réseaux, sur les réseaux sociaux, on est plus là pour créer de la demande. Alors, je m'explique, par rapport à ce que je disais avant, on n'est pas forcément sur de la transaction, on n'est pas sur des gens qui tapent la casquette noire sport, on est plus là pour être visible, pour que la personne qui scrolle son réseau, elle voit une fois ma pub, une deuxième fois. On parle beaucoup de répétition sur ces réseaux, et on est plus là pour créer de la demande. Moi, par exemple, sur mes réseaux, j'ai un truc comme adopter un clémentinier de Loïc en Corse. En effet, ça pourrait m'intéresser. Mais c'est des choses que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, mais peut-être que si je les vois quelques fois, un jour, j'aurai peut-être envie d'adopter ce clémentinier. C'est vraiment ça l'idée aussi de se dire sur Facebook, on peut créer de la demande, on peut aussi être plus direct en achat sur nos cibles qui nous connaissent, en proposant des promotions, ce genre de choses. Mais ce que j'aime bien dire aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est pour créer de la demande et pour essayer de trouver
des déclics qui font qu'à un moment, on a aussi l'achat qui se concrétise. Ça peut aussi être aller sur mon site et aller voir qui est ce fameux crowdfarming, par exemple. Et ce que je disais avant qui est intéressant, c'est vraiment, s'il y a des réflexions que vous voulez avoir, sur la partie reciblage et lookalike, sur ces deux, sur Meta, c'est vraiment une bonne pratique d'y réfléchir, parce que c'est si vous avez de la data, il y a juste ça aussi, il faut que vous ayez, vous, de votre côté, de la data ou client, ou sur votre site, que vous ayez installé des pixels pour qu'on récupère ces données-là. Mais si vous commencez à voir ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à réfléchir en termes de retargeting ou de lookalike. Similaire. Je reviens là-dessus, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Quand on est sur du search, plutôt Google, ça peut être autre chose, on est plutôt donc sur on capture la demande, ce que je disais avant, de la transaction, pas que, mais voilà, en caricaturant un petit peu, on est quand même beaucoup sur la transaction. Quelqu'un qui cherche un produit, et on peut lui proposer. Et pareil, sur YouTube, on est plutôt sur on crée de la demande, c'est un peu la même logique que les social ads. Pour de la vente directe, ce n'est pas forcément le meilleur canal. Par contre, pour de la répétition et pour certains produits, c'est intéressant aussi. Mais surveillez, si vous faites du YouTube, pour en avoir fait un petit peu, surveillez bien les KPI. Enfin, voilà, ce n'est pas toujours la meilleure manière de faire de la vente. Par contre, ça peut être intéressant pour la notoriété et pour ce type d'objectif. Juste quelques mots. Déjà, on me dit toujours que Facebook est mort. Non, il n'est pas mort. Et en effet, par contre, on voit bien qu'il y a des croissances exponentielles sur Snapchat, TikTok, notamment, avec si vous avez des produits qui sont à destination de jeunes, oui, c'est intéressant. On a quand même les aides qui arrivent, donc ce n'est pas que les jeunes. Par contre, voilà, réfléchissez à l'achat. Ce n'est pas forcément des gens qui ont des moyens aussi d'acheter. Donc après, quand on choisit son canal de transaction de publicité, il y a une hype autour de TikTok. Ça peut marcher, mais souvent, voilà, c'est aussi c'est pas forcément ici qu'on va faire de l'achat, de la vente. Par contre, en termes de notoriété, ça peut toujours être intéressant. On peut faire du LinkedIn aussi. Et puis Pinterest, c'est un réseau social qui est souvent oublié, mais pour certains produits, notamment féminins, il y a des campagnes qui marchent très bien aussi là-dessus. Donc des fois, il y a des petits réseaux avec des coûts moins élevés sur des cibles ou des thématiques comme le design, ce genre de choses, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas forcément pensé à utiliser et qui fonctionnent bien. Et là, je pense notamment à Pinterest pour un produit qui serait vraiment design, esthétique et plus féminin. En numéro 5, je regarde juste, mais c'est bon, on n'est pas... Ouais. Je vais passer un petit peu vite sur l'étude technique, parce que c'est ce que je disais au début, mais je voulais avoir qu'on ait le même vocabulaire. Il y a une histoire de persona. Ça, en marketing, c'est un peu la base, c'est connaître son persona, savoir à qui l'on parle, connaître ses pains, ses douleurs, qu'est-ce qu'il attend, ses bénéfices. Donc vraiment rentrer dans ses chaussures à lui et essayer de comprendre comment je peux l'aider avec mon produit ou avec mon service. Je ne vais pas parler plus que ça parce que je trouve que c'est vraiment transversal. Dès qu'on parle marketing, on va réfléchir au persona et on a besoin de réfléchir à ça aussi pour la partie ads. Ce qui est intéressant, et je vais vous montrer juste rapidement des outils ou des idées. Sur le benchmark, ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question, que font mes concurrents ? J'ai un e-commerce sur une thématique voiture, que font mes concurrents ? Je suis coach en je ne sais pas quoi, que font mes concurrents ? Est-ce qu'ils font de l'ADS ? Est-ce que ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Il y a beaucoup de choses dans le digital qu'on peut voir avec des outils gratuits, aussi payants. Il y a déjà des choses qu'on peut nous-mêmes, vous-même, aller creuser et chercher sur vos concurrents et essayer d'apprendre de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi et ce qu'ils ont aussi peut-être échoué. Après, il y a l'histoire des mots-clés et je parlerai aussi des budgets et des objectifs pour savoir combien on met et savoir aussi qu'est-ce qu'on suit et si on est bon ou pas dans ce qu'on a mis en place. Je voulais juste faire sur le benchmark, j'ai pris un exemple d'une marque qui s'appelle Kabaya pour vous dire que souvent dans les plateformes directement, il y a des infos de la concurrence. Moi, je ne travaille pas avec Kabaya et je peux voir, et vous pouvez voir aussi, qu'ils ont en ce moment toutes ces ads qui tournent, toutes celles qui sont là-haut, et qu'ils ont par exemple ces différentes publicités qui tournent, et vous pouvez voir qu'il y a eu, 942 vues ou 4000 vues, etc.
Et du coup, ce qui est intéressant quand on se pose des questions sur moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est de prendre aussi, moi je dis toujours les gens qui sont plus avancés que vous sur le trajet, et de se demander ce qu'ils ont fait eux, qu'est-ce qui a marché, et essayer d'y réfléchir en se disant, bah, tiens, lui il a fait ça, a priori ça a marché, peut-être, comme on a la même cible, le même objectif, ça pourrait marcher pour moi. C'est vraiment la logique du benchmark et d'essayer d'apprendre de la concurrence, de s'inspirer de la concurrence. Après, il y a des outils. Celui-là, il est payant, mais je crois qu'il y a une partie gratuite aussi. Donc, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire des analyses de sites web des concurrents. Là, c'était sur une entreprise de coaching, je ne sais plus laquelle exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une entreprise qui a explosé à un moment. Et on peut se poser la question pourquoi elle a explosé. Et quand on regarde les courbes, on voit qu'elle a fait beaucoup de trafic payant. Donc on se dit, si jamais je suis en coaching et que je veux peut-être travailler là-dessus et que j'ai du budget, je suis d'accord, voilà, il y a peut-être des moyens de faire moi aussi exploser mon site web avec une stratégie de pub payant, de trafic payant. C'est intéressant de regarder parce que si maintenant j'avais cette idée en tête, je peux voir aussi, tiens, cette personne-là, elle a placé des annonces sur ces mots-clés-là, David Laroche ou formation coach de vie. Et a priori, elle a eu des résultats intéressants. Est-ce que moi, j'y vais ou pas? C'est des questions que je peux me poser en ayant en tout cas regardé ce qui se passe autour de moi. Après, je vais parler de la créa. Pour vous dire que c'est super important. Les outils, j'aime bien prendre cette image en disant qu'on est tous aujourd'hui dans un flux d'informations exponentiel. Et on parle d'ads et donc de social ads. Et on est tous sur nos téléphones sans vraiment y être. Hein. On fait défiler, on scrolle, on n'est pas forcément là. Et du coup, il y a vraiment cette idée aujourd'hui de l'économie de l'attention qu'on essaye de vous acheter ou de vous vendre. C'est l'attention. Nous, marketeurs, on essaye de récupérer votre attention sur les réseaux sociaux et ailleurs. Il y a vraiment un gros sujet sur, et c'est une économie de l'attention. Comment est-ce qu'on fait pour que vous me voyez quand je fais une pub sur Instagram, alors que finalement, vous n'êtes pas vraiment sur Instagram, vous êtes un peu partout en même temps. Donc c'est vraiment ce sujet de l'économie de l'attention. Et c'est important de garder ça en tête, de savoir que on est vite transparent, notamment aussi sur les réseaux, sur les social ads. Et du coup, que ça devient une ressource rare et qu'il faut vraiment se faire remarquer. Et c'est important, ce qu'on appelle l'accroche de l'ads, de la publicité, ou ce qu'on appelle aussi le pattern interrupt. Ça veut dire comment est-ce que je vais faire que moi qui suis dans mon canapé et qui en fait je regarde ça rapidement, à un moment, il se passe un truc dans mon cerveau et que j'arrête quand même de scroller sans réfléchir et qu'il y ait cette interruption de comportement. Ce pattern interrupt que je vais essayer, moi, en tant que marketeur, de chercher pour que vous intéressiez à moi ou à mon produit. Il y a quelques astuces. Après, il faut beaucoup tester, j'en parlerai après. Mais en tout cas, ce qu'on dit toujours, c'est que les visages et les regards, ça peut faire ce pattern interrupt. Pas toujours, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à essayer de pas mettre, d'avoir du regard. C'est quelque chose qui peut être intéressant à tester, en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, là c'est un format REL, une personne qui raconte un peu sa marque, son storytelling. Et ça aussi, ça marche quand on a une personne, quand on personnalise une marque. Ça a été sponsorisé et les résultats sont bons. Comment est-ce que justement je m'accroche, je m'identifie à cette personne? C'est vraiment intéressant de chercher ça. Et c'est des formats qui fonctionnent bien. Pas toujours, il faut les tester, mais en tout cas, c'est des choses qui fonctionnent bien parce qu'on s'identifie à de l'humain plus qu'à un produit. Après, si on met des produits, ça marche aussi. Le visuel est important. Essayez de mettre des choses jolies. On voit un peu de tout, mais en tout cas, le visuel est important. Et là, je mettais un exemple d'une marque aussi qui a fait différents tests et qui finalement a réussi avec un carrousel de visuels plutôt sympa, c'est des façades de cuisine, à avoir des résultats très bons sur du retargeting, certes, sur une cible qui les connaissait,
Mais du coup, comme c'est autour du design et que les photos sont sympas, les résultats sont vraiment intéressants parce que le visuel a accroché cette cible-là. Ça n'a pas accroché tout le monde, et ça on est d'accord. Par contre, la cible qui est intéressée au design et qui est déjà allée une fois sur ce site-là, eh ben, ça l'a accroché. Elle s'est dit, ah tiens, ça, voilà, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Après, en pattern interrupt, en accroche, en hook, ce qui est intéressant aussi, c'est le début, c'est le titre. Là, j'ai juste pris un exemple plus... alors, c'est en anglais, mais c'était juste pour vous dire que souvent, dans un titre, on a tendance à mettre une caractéristique produit, expliquer ce que c'est déjà tout de suite, parler de nous, de mon produit. Et ce qui est intéressant, c'est quand on réfléchit à « OK, je vais mettre un titre, mais le but du titre, ce n'est pas de dire qui je suis ni ce que je fais, mais c'est plutôt ces flèches-là en bas. C'est juste de donner envie à la personne de lire la suite. » Et donc, quand on réfléchit comme ça, quand on rédige une ads ou autre chose, hein, là on est sur l'ads, mais ça peut être sur d'autres sujets, on réfléchit différemment. On ne dit pas tout de suite le plus beau téléphone du monde, etc. On va essayer de taper sur ce qu'on appelle une douleur de notre cible et du coup de le faire réfléchir, de l'attraper sur ce pattern interrupt. Et du coup, l'idée, c'est qu'il descende et qu'il regarde ma pub de plus près. Donc ça, c'est vraiment intéressant de garder ça en tête. Quand j'écris un titre, c'est vraiment pour donner envie de lire la suite. C'est que pour ça. Bon. Là, j'aime bien cet exemple-là aussi, parce que souvent, en titre, ce qui marche bien aussi, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, c'est des chiffres. Je vous parlais du regard, etc., mais des chiffres, des choses comme ça interpelle aussi l'œil. Et finalement, le 1000 songs in the pocket, voilà. En tout cas, tester aussi les chiffres. Si un jour vous voulez faire de l'ad, c'est des choses qui fonctionnent assez bien et qui sont intéressantes à tester. Et l'idée aussi, c'est ça, c'est je fais un titre pour que la personne, elle descende après, elle a envie d'aller plus bas et qu'elle s'intéresse à moi et qu'elle regarde un peu ce qui se passe. Numéro 8, quand on a fait tout ça, des fois on a des super surprises et on a des ads qui marchent très bien. Et nous, en tant que plutôt agence, collectif de freelance, on est très contents, mais on se rend compte que non, il n'y a pas beaucoup de ventes. Et ça, on le voit quand même assez régulièrement. Et du coup, je ne sais pas si je ne vous ai pas trop dit ce qu'il y a là-dessus. Hop, j'arrive à revenir en arrière ou pas? En tout cas, il y a la pub, elle arrive quelque part, qu'on appelle une page d'atterrissage. Et ça, c'est vraiment important et c'est à ne pas négliger. Des fois, les gens dépensent trop d'argent dans de la pub. Et quand on arrive enfin à capter les gens, ils arrivent sur un truc qui n'est pas cohérent avec ce qu'on leur a dit dans la pub, dans l'ADS. Et du coup, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre je vais cliquer, je ne sais pas si je repense à mon Corse avec ses clémentines, si j'arrive après sur, je ne sais pas, un truc qui parle de myrtille ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas comprendre et je vais partir tout de suite. C'est juste se dire que la personne fait un chemin et qu'il faut continuer son chemin. C'est le début du chemin, en fait. Quand on a réussi à faire cliquer, c'est vraiment le début du chemin. Et il faut que ce soit cohérent là où elle arrive avec la publicité qu'elle a vue. On parle de visuel aussi et de message. C'est pas fini, quoi. C'est vraiment que le début. Et donc après, il faut continuer à l'emmener avec nous. Ce que je vois aussi, c'est des pages surchargées. Ça, c'est souvent quand on veut tout mettre et qu'on n'a qu'une page et qu'on se dit toutes mes pubs vont arriver là-dessus. Du coup, voilà, il y a des pages qui font, c'est un peu fourre-tout. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. Moi, je suis assez, voilà, je sais aussi qu'on a des questions sur des ressources, sur des moyens. Mais en tout cas, voilà, si on réfléchit de manière correcte, il faut essayer ou d'avoir une page dédiée, en tout cas de décharger certaines pages, visuellement notamment. On parlait d'acquisition de clients froids. Ceux-là, il faut vraiment leur mettre de la réassurance. Il faut qu'ils savent pas forcément qui vous êtes, c'est ce que je disais avant. Du coup, mettez un maximum de réassurance. Quand on dit réassurance, c'est vous arrivez chez Annie Commerçant, on veut des avis clients, on veut, je ne sais pas, ou du storytelling, ou des notes, ou du témoignage. Mais il faut se dire qu'il ne vous connaît pas et il doit vous faire confiance. Comment est-ce que je fais pour qu'il ait confiance en moi et qu'il achète mes clémentines, par exemple, ou autre chose? Donc ça, c'est de la réassurance. Et c'est vraiment c'est là où, quand il arrive sur la page, quand il arrive après l'ADS, qu'il faut ne pas négliger ça et y penser et se mettre à la place de clients qui ne vous connaissent pas ou de prospects qui ne vous connaissent pas. Après, ça j'ai vu beaucoup, c'est des tunnels d'achat compliqués. Et là, c'est peut-être un peu plus technique. Souvent, ce que je vois,
Ce qu'on a vu, notamment des personnes dont je parlais avant, on a eu des bons résultats sur des taux de clics, etc., mais il n'y avait pas de commande. Et en fait, en creusant le tunnel d'achat, on s'est rendu compte qu'elle avait un gros souci sur les modalités de livraison. Elle était motivée à acheter, la personne, mais finalement, il y avait un gros souci sur la livraison. Elle affichait le prix beaucoup trop tard et les gens prenaient peur en voyant le prix de la livraison. En gros, c'était ça. Du coup, vraiment réfléchir aussi au tunnel d'achat jusqu'à la fin. Il faut l'accompagner jusqu'à la fin. Là, c'est vraiment le début. CTA, c'est un call to action. Vraiment, il faut que ce soit clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse quand il arrive sur sa page web? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Que le formulaire aussi, si c'est un formulaire, parce que je parle beaucoup de vente, mais ça peut être aussi juste remplir un formulaire. On peut faire des ads pour ça. Et du coup, si c'est pas clair, la personne, elle retourne dans son Las Vegas, là, dans toutes ses invitations à faire autre chose, et on la perd pour toujours. On la perd facilement. Il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Hotjar, qui permet de suivre les comportements sur votre site web notamment, qui est un outil gratuit jusqu'à une certaine utilisation, mais assez longtemps. Et ça vous permet de voir ce que fait la personne sur votre site. Et c'est là qu'on a vu, notamment sur le panier, qu'en fait, elle cliquait sur le panier, mais qu'à un moment, elle ne comprenait pas et qu'elle partait. Donc ça, c'est intéressant à tester, si vous avez un site web, en tout cas, à essayer. Si vous vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai quand même beaucoup de monde, mais je n'ai pas de conversion, peut-être que ça peut être un moyen d'y réfléchir. Je vais parler de ROI, donc de budget et de ce qu'on peut suivre. Moi, ce que j'aime bien suivre, j'en ai mis 5, on peut en suivre plus bien sûr, c'est comparer les ads entre elles, comparer les performances des publicités. Et là, c'est ce qu'on appelle les taux de clic, les CTR, et ce qui permet en fait de voir, alors il y a les formules, nombre de clics divisé par le nombre 100 fois 100, mais c'est ce qui permet en fait de voir si, quand on teste des choses, si cette publicité-là, avec ces mots-là, elle a un impact plus intéressant, plus performant en taux de clic, qu'une autre publicité. Et pareil, on teste des messages, on teste des accroches, on regarde ce qui se passe. Le coût par clic, c'est aussi intéressant à suivre. Et là, c'est vraiment plutôt sur les enchères de mots-clés. De regarder, ce qui est intéressant, c'est de voir si c'est des mots-clés qui sont chers, trop chers, et du coup aussi peut-être de les supprimer si on voit qu'ils ne convertissent pas. Et c'est là qu'on vous dit souvent de regarder vraiment ce qui se passe dans la plateforme pour voir s'il y a des mots-clés qui sont ou cher, mais c'est bien parce qu'ils convertissent, ou trop cher. Et là, vous pouvez aussi supprimer. Surveillez bien vos plateformes pour voir ce qu'on garde et ce qu'on supprime. Ça, c'est intéressant pour comparer les campagnes et pour nettoyer les campagnes. Après, ce qui est intéressant, quand on regarde de plus près, qu'on a lancé sa campagne, qu'on a mis un budget et qu'on veut savoir si finalement j'ai gagné de l'argent ou pas avec, moi, j'aime bien ces 3 KPI. Le ROAS, c'est revenu de la campagne divisé par coût de la campagne. En gros, c'est quand je mets 1 euro dans mes ads en global, combien est-ce que ça me rapporte? Ça me rapporte 2 euros, 3 euros, 4 euros. Nous, on a des performances qui sont assez fortes. C'est intéressant de regarder ça, mais c'est du TTC et c'est ce que ça vous rapporte en CA. Donc, c'est intéressant, il faut le suivre. Il faut que ce soit quand même positif. Mais si vous avez un ROS de 5, dans votre poste, vous n'aurez pas 5 euros à la fin, puisque vous avez des frais quand même qu'il faut enlever. Donc, c'est des données qu'on vous montre beaucoup, qu'on regarde beaucoup, qu'il faut regarder, mais qu'il faut regarder avec attention, en se disant, mais en fait, oui, j'ai mis 1 euro, j'en ai gagné 5, mais en vrai, j'en ai pas gagné 5 parce que j'enlève ça, ça et ça, notamment TTC, les frais, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important, j'en parlerai après. Et ça permet aussi de voir la question du budget. C'est le coût par action. Et là, ça va dépendre en fait on parlait de budget après, de votre produit, de votre marge, de savoir combien est-ce que vous pouvez mettre pour une vente. Quand on dit une action, là, c'est une vente, ça pourrait être autre chose. Combien est-ce que vous pouvez mettre pour une vente pour arriver à une vente. Et donc ça, c'est les dépenses de la pub divisées par le nombre de l'action. Et j'en parlerai après avec un exemple d'un produit que j'estime. J'espère que ce sera assez clair et je vous montrerai ça après. Le cost of sales, c'est les dépenses pub divisées par le CA hors taxe. Et ça, c'est intéressant en termes de stratégie globale. C'est savoir, je mets de la pub, je mets de l'argent dans la pub, je veux savoir ce que ça me rapporte et je veux savoir aussi le piloter où j'en suis. Si ce mois-ci, j'ai mis on va dire, 500 ou 10 000 ou 30 000, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Et du coup, ça permet aussi de suivre dans le temps l'impact
de mes ads, de mon travail sur les ads, sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant à suivre aussi. Et c'est vraiment un outil stratégique de pilotage stratégique. Et j'ai mis un exemple de calcul pour expliquer en fait le CPA qui, moi, c'est une métrique que j'utilise beaucoup et que je trouve intéressante aussi à réfléchir quand je veux démarrer. Est-ce que mon produit me permet de faire de l'ADS ou pas? Est-ce que j'ai envie de faire ou pas? Et si oui, qu'est-ce que je pourrais imaginer mettre comme budget? Là, j'ai pris un exemple d'une veste à 60 € hors taxe. Alors, c'est un peu... voilà, j'ai enlevé quelques coûts fixes et des coûts variables. Et du coup, on arrive à une marge nette du produit qui serait autour de 30 €. Donc ça, c'est finalement, on pourrait imaginer ce que je pourrais gagner sur ce produit-là. Et ce que j'aime bien, moi, dire, parce que je sais aussi, même j'ai des gros clients qui essayent de faire ce travail de la marge au mieux, mais c'est quand même quelque chose qui est un petit peu compliqué à mesurer, notamment sur les coûts variables. Nous, ce qu'on aime bien dire, après voilà, chacun fait un peu comme il le sent, c'est que finalement, à prendre cette marge, on va la diviser par 2, et on va dire que ça peut être mon coût par action. Je peux dépenser 15 € sur ma pub pour avoir une vente. Et là, si je dépense 30 € pour ma vente, je n'ai pas perdu d'argent, puisque c'est ce que j'aurais gagné ici. Mais comme on sait pour moi que souvent les coûts variables et les coûts fixes, en tout cas, c'est fluctuant, j'aime bien parler de diviser par 2 et me tabler sur ce CPA au départ pour démarrer les ads. Ça donne aussi de l'air aux clients, à vous, et puis ça permet après d'ajuster en fonction des résultats. Et du coup, je sais que si je veux avoir 100 ventes, je fais mes 15 fois 100 et je sais que je devrais avoir un budget qui serait sur ces ordres de grandeur-là. Et là, j'ai un tout petit peu raccourci parce que c'est quand même plus compliqué que ça, mais là, je dis ça sur une veste, donc de l'acquisition pure. Et ce qui est intéressant quand on fait ce genre de calcul, c'est de réfléchir sur lifetime value, c'est-à-dire ce que m'apporte mon client sur sa durée de vie totale. Si j'ai par exemple des box, c'est facile. Je sais que je vais en vendre une au départ à 25 €, mais que finalement, il me prend un abonnement. Et du coup, il faut vraiment que je travaille sur le prix ce que m'apporte mon client dans le global sur sa lifetime value, tout le temps qu'il sera à mes côtés. C'est fini? OK. Et donc, c'est important à prendre en compte quand on fait ce calcul de budget et aussi de CPA, de savoir combien je veux dépenser. De prendre en compte le premier achat, mais de se dire aussi, des fois, je peux perdre de l'argent sur un premier achat, mais je sais que mon panier sur cette lifetime value est beaucoup plus élevé. Et je sais que normalement, mes clients restent, parce que je connais mes datas, et du coup, je peux mettre plus d'argent aussi sur premier achat. Et j'ai presque fini parce que je suis au 10, donc c'est bien. En fait, ce que je voulais dire aussi sur le digital, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur... souvent, on vient avec un avis. On dit, je sais que mon persona, il adore, je sais pas moi, les voitures de course, et je vais faire une pub là-dessus. Et c'est un avis, et c'est bien d'avoir des avis. Mais par contre, moi, je propose toujours d'avoir des hypothèses. Ah, ok, tu penses que c'est ce qu'il attend, c'est des voitures de course rouge, n'importe quoi. Ok, pourquoi pas. Donc, on va tester des hypothèses, mais on va aussi s'ouvrir à d'autres hypothèses. Et le digital permet de tester les choses. Et ça, c'est génial, parce qu'on peut avoir des avis différents et tester et avoir des métriques qui permettent de sortir justement de... Souvent, on s'associe au persona, on dit on va faire ce qu'on aimerait nous voir. Et en fait, là, ça permet vraiment de rentrer dans les chaussures de l'autre et de tester des hypothèses plus que des avis. Ce que je vois aussi souvent dans les gens avec qui j'accompagne et qui font la créa eux-mêmes, c'est qu'ils veulent du beau, et c'est bien le beau, mais par contre, nous, on veut de l'impact. Je parlais de pattern interrupt, et ça, c'est intéressant. Et des fois, oui, peut-être que c'est un peu moins beau d'avoir un trait bleu au-dessus, mais pour l'impact, le rouge, ça marche mieux, surtout qu'il y a une cohérence avec la marque, etc. Donc, c'est des choses que je vois, et notamment chez mes clients. Le beau, c'est bien, mais pensez impact et pas que des choses jolies. Et oui, on peut tester les choses rapidement. Il y a beaucoup de solutions en digital pour tester les choses, tester les avis, tester donc les hypothèses, tester les visuels, tester les accroches. Et moi, c'est ce que je trouve génial dans le digital, c'est que on peut, avec des budgets même moyens, on peut tester des choses et apprendre aussi. Et finalement, ça a un impact aussi sur notre quotidien de vendeur au quotidien.
Et je voulais partager tout ça en numéro 10. Moi, ce qui est important, et c'est comme ça qu'on travaille, c'est d'expliquer les choses de manière plus concrète possible. J'espère que ça a été concret, pour que justement nos clients ou les gens comprennent en fait comment ça fonctionne. Les algorithmes, voilà, c'est pas des boîtes noires, etc. Il y a des choses qui sont finalement assez logiques, qu'on peut utiliser. Et du coup, nous, par exemple, on fait du coaching. On accompagne des gens à eux-mêmes tester leur publicité et à même tester leurs avis ou leurs hypothèses. Et c'est pour ça qu'on essaie toujours d'être assez pédagogue dans ce qu'on dit pour que justement vous puissiez à un moment vous approprier les choses. Et aussi, et ça j'aime bien aussi, c'est cette idée-là, c'est oui, déléguer, mais déléguer en comprenant. Et ça, je pense que c'est important de comprendre ce qu'on délègue. Et du coup aussi, pas de surveiller, mais de challenger, de proposer et d'avancer avec votre partenaire parce que vous comprenez ce qui se passe derrière cette machine algorithmique. Et je crois que j'ai fini. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Je pas trop... ouais. Non, on n'a pas le temps. Est-ce que vous avez des questions? Je t'écoute. Tu veux le micro? Non, je ne savais pas si tu veux. Ah, si. Comment on calcule un taux de rebond ou un taux de rachat pour des abonnements, pour la vente d'abonnements en ligne? Alors, le taux de rebond, c'est plus sur le site web. Non, pas de rebond, mais de fréquence d'achat, etc. Comment on se projette sur le temps que les gens vont pouvoir rester abonnés à un service? Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, on utilise les datas existantes. Alors, quand c'est un lancement de service, bien sûr, c'est compliqué. Par contre, quand c'est un business existant, c'est vraiment l'étude de la data qui permet de voir, et on travaille par cohorte, c'est-à-dire, on va dire, généralement, ça peut arriver que des gens qui viennent de ce canal, ils restent 12 mois. Et donc, on sait que mon lifetime value, il va être de 12 fois mon abonnement. Et peut-être qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres canaux et qui restent ou plus longtemps ou moins longtemps. Donc, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que c'est souvent quand même une analyse un peu... Il ne faut pas aller trop dans les détails non plus, hein, je n'ai pas dit ça, mais en tout cas assez détaillée pour en tirer des conclusions qui permettent de mettre du budget au bon endroit. Et du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant. Ouais. Merci. Allez, une ou deux petites questions. Bonjour. Vous parliez de benchmark par rapport aux ads. Quels outils gratuits on peut utiliser, si ça existe? Ouais, gratuit, c'est une bonne question. Alors moi, j'aime bien Meta, où il y a pas mal de données qui sont dispo dans les onglets qui s'appellent transparence de la page. Moi, j'utilise SEMrush qui est payant, mais comme je disais, SEMrush, c'est SEMRUSCH ou SH, ouais, et qui a une partie gratuite qui est quand même assez ouverte. Et là, on peut avoir de la data sur les concurrents. Ça, c'est intéressant. J'utilisais aussi SimilarWeb. Là, je ne sais pas où ils en sont par rapport aux gratuits et non payants. Ouais, sur leur page directement, vous allez voir vos concurrents. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je montrais avant, c'est de voir ce qu'ils font en regardant justement sur la page du concurrent, transparence de la page, et de voir où ils en sont, ce qu'ils ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats. Enfin, en tout cas, de se dire, tiens, ça a marché, pas marché. Et se dire, comme je disais avant, a priori, leur cible, elle ressemble à la mienne. Pourquoi je ne le tenterais pas, quoi. Donc oui, ça, c'est faisable aussi. Je réfléchis à d'autres outils gratuits. Keyword Planner, ouais. Après, oui, pour les mots-clés, c'est vrai. On peut travailler les mots-clés sur l'outil directement de Google, qui permet de le faire très bien, en effet, ouais. Pour la partie recherche de mots-clés, exact. Il y avait une autre question. Oui, moi, justement, j'ai une question sur les mots-clés. Ouais. Les mots-cles sont définis, fonctionnent depuis très longtemps, donc je sais ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Est-ce qu'il y a un intérêt à laisser ceux qui sont moins bons, sachant qu'ils viennent, par exemple, des termes de recherche de personnes... voilà, par exemple, j'ai défini mes mots-clés, c'est peut-être pas très clair, mais j'ai défini mes mots-clés, et dans les ads, il y a moyen de voir les termes de recherche. Tout à fait. Et donc, des fois, je vois des termes de recherche qui sont vraiment très intéressants. Oui. Donc, je reprends, mais qui ne fonctionnent pas très bien. Et donc, je me pose toujours la question, est-ce qu'il faudrait nettoyer ou est-ce qu'il vaut mieux les laisser? Enfin, il
faut les nettoyer. Ouais, si ça ne fonctionne pas, vous nettoyez. Alors, pour regarder, quoi. Ça dépend ce qu'on appelle fonctionner aussi, ça dépend quel est votre objectif, etc. Mais gardez les termes de recherche, en fait, vous avez à chaque fois, vous avez un budget de 100. Si vous gardez les termes de recherche qui ne fonctionnent pas, votre budget de 100, une partie va aller sur ces... Ils ne fonctionnent pas, mais ils ne sont pas cliqués. Si on part d'une campagne au clip, du coup, ils ne sont pas cliqués, ça ne me coûte rien. Quoi. Donc, je ne sais pas si ça a un impact ensuite, si ça peut alourdir les choses ou si ça a un impact négatif. Moi, je nettoie. Après, je ne sais pas si c'est un impact direct ou indirect. Voilà, mais moi, je nettoie, en fait. Okay. Après, tu ne peux pas tout nettoyer. Hein. S'il y a trop de mots, vous les laissez. S'ils ne sont pas cliqués, si vous me parlez d'une liste de 10 000 mots, vous pouvez les laisser. Non, d'accord. Mais sinon, voilà, moi, j'aime bien avoir des choses nettoyées. S'il n'y a pas d'impact de coût. Non, il n'y a pas d'impact de coût, mais justement parce qu'il n'y a pas d'impact de coût. Après, vous pouvez aussi nettoyer, vous savez, par des mots-clés qui disent, je ne sais pas si... Négatif. Ouais, négatif. Ah oui, clairement. C'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, c'est là où les dépenses partent dans tous les sens. S'il n'y a pas de mots-clés négatifs. Ça peut peut-être aider pour son nettoyage aussi, pour ne pas tout faire à la main. Après, il y a des outils aussi pour faire pas à la main, mais je pense que vous n'avez pas forcément accès à ces outils-là. Mais Ok, merci. Une toute petite alors, hein, parce que on glisse. À l'état embryonnaire du projet. Ouais. Et vaut-il mieux commencer par les réseaux? Vaut-il mieux commencer par un site? Voilà. Par quoi on démarre en fait, voilà. Alors bon, ça dépend. Les Normandes, ça dépend. Moi, j'ai un avis. Hein, ce qui est intéressant pour moi, mais là, je sors un peu de l'ADS, c'est créer du contenu et de tester en fait son contenu et de tester son offre. Moi, mon avis, qui est le mien, c'est pas forcément d'avoir un site web tout de suite, mais peut-être d'aller sur des réseaux qui sont dédiés à votre cible et de commencer à créer des choses et à tester des choses. Je suis vraiment dans cette idée d'itération, de test et d'apprentissage. Je ne sais pas quelle est votre activité, mais c'est vraiment intéressant de se frotter en fait. Des fois, on fait un site web pour rester un peu chez soi et se dire j'ai une super idée, ça va être génial, mais de se frotter en fait déjà dès le début à ses prospects, à sa cible, parce que là, on apprend et on évolue. Et votre offre, elle va évoluer. Je pense qu'elle est géniale, mais même si elle est géniale, elle évolue. Et tant mieux si elle évolue. Donc moi, vraiment, le point de départ, c'est plutôt se frotter un peu. Alors, ça peut être aussi du terrain. Hein. Là, je parle de création de contenu parce qu'on est sur en ligne. Mais même aller voir des prospects, des partenaires et discuter avec eux. Et je parle beaucoup d'écoute aussi. Essayer de capter qu'est-ce qui est bien chez moi, qu'est-ce qui est moins bien et qu'est-ce que je peux faire évoluer. Pour après seulement, d'après moi, vraiment la partie du site web, quand on est quand même plus mûr, je pense. Voilà. Merci, je me permets de reprendre la parole. Merci Sophie, je crois qu'on peut encore l'applaudir. Alors, petite photo. Ne bougez pas, souriez. Donc on va enchaîner, pas tout de suite. On avait prévu un tout petit créneau, mais c'est un peu raccourci. Je vous propose 5-10 minutes maximum. Si vous voulez bien, on démarre dans 10 minutes pile poil la session suivante. Vous pouvez juste comme ça prendre encore un tout petit café, mais s'il vous plaît, oui, essayez de revenir dans 10 minutes maximum. J'en profite, vous avez ici, je crois qu'il y en a encore ailleurs aussi, une petite borne avec un QR code dessus. C'est un quiz assez sympa, profitez-en pour jouer, il y a pas mal de petites choses à gagner, tout aussi sympa. Donc prenez un petit moment si vous avez le temps là, pour jouer à ce quiz, c'est rigolo. Voilà, on se retrouve dans 10 petites minutes.